allons tout de suite rejoindre ceux qui sont forts en gueule et qui ont toujours des propos pas nécessairement campés, parfois nuancés, mais en tout cas toujours très intéressants. D'abord, Frédéric Bérard, vous êtes chroniqueur au journal Métro, avocat également. Vous avez publié, je crois tout récemment, La bêtise insiste toujours. N'hésitez pas, si vous voulez, vous faire le porte-parole de La bêtise et insister aujourd'hui auprès de nous et de nos auditeurs. Je pensais que c'était mon rôle habituellement. Ben non, pas du tout. Pas du tout. C'est vous qui le dites. Et Frédéric Lapointe, ancien candidat de Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'action civique. Bonjour, Frédéric Lapointe. Bonjour. Il paraît que... Ah, voilà, je suis de retour. Excusez-moi, on avait un problème technique, mais je pense qu'on m'entendait un peu tout de même. Alors, je disais que Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe sont avec nous. Commençons par un sondage publié cette semaine qui nous révèle toutes sortes de choses, sondage léger dont on a fait état dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. D'abord pour la coalition Avenir Québec de François Legault, rutilant, ronflant, 46 d'appui après 14 mois de pandémie. Ça, c'est le titre du journal. Mais en tout cas, pandémie ou pas, 46 ce sont d'excellentes nouvelles pour M. Legault. Il était à 51 il y a un peu plus d'un an, mais tout de même, on est encore dans les mêmes eaux. Pour le Parti libéral et pour le Parti québécois, alors deux courbes parallèles, descendantes, 20 d'appui pour les libéraux de Dominique Anglade et 12 pour les péquistes de Paul Saint-Pierre Plamondon, les deux nouveaux chefs probablement encore peu connus des Québécois, faut-il le dire. Québec solidaire est dans la marge d'erreur autour du PQ à 14 tout de même un peu devant. Et un nouveau dans la course, Éric Duhem, nouveau chef du Parti conservateur du Québec, sceptique, endurci face aux mesures anti-COVID. Il est à 6 au Québec, 14 dans la région de Québec. Ça va bien aujourd'hui pour Éric Duhem, Frédéric Lapointe, mais est-ce que, hors pandémie, aux élections, là, dans plusieurs mois encore, est-ce que M. Duhem pourra encore surfer sur cette espèce de bulle actuelle? Je crois que oui. Il n'y a pas que les mesures sanitaires qui vont nourrir l'élan du Parti conservateur. Je vous le répète pour l'avoir mentionné à quelques reprises, François Legault a fait campagne relativement à droite et il gouverne au centre. Ce qui fait qu'en pratique, aujourd'hui, je ne suis pas partisan de cette mesure-là, mais en pratique, aujourd'hui, il n'y a aucun des 4 principaux partis, par exemple, qui plaident pour des baisses d'impôts. Attendez-vous à ce que le Parti conservateur du Québec plaide pour des baisses d'impôts, plaide pour des privatisations. Et donc, ils vont avoir une identité très propre, campée à droite. Il y a un public pour ça. Aujourd'hui, ils font 6 Si j'avais à répondre à un pool électoral aujourd'hui, je vous prédirais qu'ils vont doubler cette mise d'ici les prochaines élections. Sinon, pour les autres partis, c'est un peu une non-histoire. Hein? Tout le monde est dans la marge d'erreur. Puis, quand on voit une fluctuation de 2-3 points, on a l'impression là, que c'est une bonne idée de l'analyser. Constatons qu'il ne s'est rien passé pour les autres partis. On y reviendra d'ailleurs dans un instant. Frédéric Bérard, alors vous avez reçu Éric Duhem en entrevue pour votre balado tout récemment. Est-ce qu'il vous a semblé un chef capable de sortir de son rôle d'animateur à sensation, à controverse et d'adopter une certaine hauteur? J'ai lu que vous avez eu des moments corsés dans la discussion. Oh boy, ça a été difficile. Moi, en fait, Duhem, je le connais bien depuis une quinzaine d'années. C'est mon voisin de chalet, à vrai dire. Et puis, j'aime bien le gars. Là, on est d'accord sur absolument rien, mais ça a été un peu ça l'idée de l'entrevue là, qui est pas sortie encore. Donc, le montage n'est pas finalisé. Donc, j'en parlais pas trop. Mais sinon, pour dire que moi, c'est un petit peu la ligne de fond de cette entrevue-là. En disant, écoute, t'as tenu des propos absolument abjects. Alors, à quel sujet? Sur la pandémie, en appuyant le gym de Québec, par exemple? Ouais, ça, oui, mais tu sais, c'est pratiquement de la petite bière versus le reste. La question de la culture du viol, où il compare le viol à un vol de char, ou qu'est-ce qu'il a fait encore? Ça, c'est encore plus grave, à mon avis, quand il a dit que, selon lui, l'idée que plus tu paies d'impôts, plus tu as de droits de vote
est une idée intéressante. Il me l'a répété encore hier, mais évidemment, ça en est défendu. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'était pas une espèce de position de débatteur radiophonique délibérément exagérée, là? Ben, parce que t'as pas entendu le contexte. J'ai dit, je me fous du contexte. Tu viens de me dire que c'est une idée qui est encore intéressante aujourd'hui, qui mérite d'être débattue. Moi, je te dis que c'est une idée qui est propre à l'esclavagisme américain, c'est-à-dire que plus tu as de la valeur foncière, plus tu as un certain droit de vote. C'est une idée qui est complètement débile. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, c'est certain que là, Duhem, puis j'en ai fait la prédiction, puis il me dit non, mais c'est certain que c'est oui. Il va être obligé, parce que c'est pas un con, il va être obligé de se tirer un petit peu plus vers le centre, ce qui est pas difficile parce qu'il est déjà pas mal à droite. Parce que là, bon, il a fait plaisir à sa base, tout le monde est excité. Mais comme par exemple, hier, il m'a admis en entrevue que oui, il allait se faire vacciner. Pas certain, moi, que les 6% qui ont témoigné leur appui à Duhem sont nécessairement vaccinés au moment où on se parle. Donc, tout ça pour dire que ça va être ça le défi, l'espèce de paradoxe de faire plaisir à cette base-là, ceux qui sont allés le chercher, parce qu'il a été couronné ou pratiquement à quelque chose comme 95%, et ceux qui devraient voter pour un parti conservateur s'il peut espérer faire un gain quelconque, notamment aller chercher un comté pour lui-même. Frédéric parle d'un double, donc un 12%. Je trouve que c'est fort en café, il n'y a rien d'impossible, mais il faudrait voir à qui on va chercher ces votes-là. Est-ce que c'est au PQ? Est-ce que c'est à la CAQ? Est-ce que c'est au PLQ? Duhem dit qu'il y a même des gens de Québec solidaire qui l'appuient maintenant dans son... Oui, bon, il y a toujours des perdus partout, là. Je savais qu'il y avait du monde de mêlée au Québec, là, mais là, je pensais pas qu'on était à ce point-là, par contre. Oui, bon, fait ça, on est en démocratie, tout est possible. Il peut y avoir des raisons ponctuelles ou très pointues qui font que quelqu'un, à un moment donné, passe de Québec solidaire à Éric Duhem. Pourquoi pas? Non, mais ça se peut, toujours. On comprendra que c'est anecdotique. Enfin, j'espère. Frédéric Lapointe, êtes-vous d'accord tout de même avec ça, vous, avec l'idée qu'il y a tout de même un lourd passif chez Éric Duhem et que souvent, quand on a été polémiste comme ça, c'est difficile de s'adapter au rôle un peu plus sérieux de chef politique et on ne fait que décevoir et par conséquent, un 12% là, que vous laissiez entendre peut être un peu difficile à atteindre pour lui tout de même. Ah, c'est clair qu'il va avoir à se débattre. Son principal concurrent, ce sera l'abstentionnisme. Je pensais que vous alliez dire ce sera lui-même, mais... Non, oui. C'est l'abstention. Mais non, je crois qu'il va être capable de naviguer ça assez bien. Je pense que l'électorat excité, déçu des autres partis, va être un temps du moins. Oui, alors vous parlez de ces gens pour lesquels, en fait, la CAQ, le PQ et Québec solidaire, c'est à peu près toute la même chose. Hein? J'exagère à peine. Il y a beaucoup d'électeurs dans la région de Québec qui pensent... comme ça, mais donc, vous êtes en train de me dire que Éric Duhem peut difficilement décevoir un électorat qui, de toute façon, n'a pas d'autre option plus à droite. Exact. L'autre option, c'est l'abstention. Mais je pense qu'un grand nombre d'électeurs vont être intéressés, un peu comme les premiers partisans de Trump, vont être intéressés à encourager ce gars-là à mettre un peu le bordel, à brasser la cage. Et quand on a cette attitude-là comme électeur, on est un peu difficile à effaroucher et difficile à décevoir. Maintenant, est-ce qu'ils sont très nombreux? Est-ce qu'ils sont 30% dans une circonscription quelque part suffisamment pour faire élire Éric Duhem? Écoutez, ça se peut, là. Il y a des conservateurs fédéraux qui réussissent à se faire élire dans la région de Québec. Alors, sur division en 5 partis, quelque part dans un comté où il y a une base militaire, allez savoir. Ça sera à suivre, évidemment. Donc, les conservateurs, autrefois menés par Adrien Pouliot, dont plus personne ne se rappelle déjà, maintenant qu'une vedette est aux commandes de ce parti. Mais je reste avec vous, Frédéric Lapointe. Vous avez, me semble-t-il, un peu rapidement passé sur le Parti québécois, votre maison politique. Les anciens adversaires dans la course à la chefferie de Paul Saint-Pierre Plamondon, du moins leurs partisans, écrivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux que, vous voyez, notre chef n'imprime pas, il aurait fallu choisir quelqu'un de connu qui fait du sondage. C'était l'argument en faveur de la candidature Nantel. D'ailleurs, le candidat Nantel lui-même disait, moi, ma qualité, c'est que je suis connu. Mais vraiment, il disait ça. Est-ce qu'il y a
mirage là-dedans ou est-ce qu'il y a effectivement une difficulté qui pourrait prendre des années à être surmontée pour quelqu'un comme Paul Saint-Pierre Plamondon? Probablement que M. Nantel aurait eu une bosse dans les sondages plus tôt ou plus haute que celle de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon... il n'y en a pas eu là, pour Saint-Pierre Plamondon. Une lune de miel, là? Ou un... on joue dans la marge d'erreur, donc c'est difficile d'interpréter un saut dans les sondages pour quelque effet que ce soit. Mais constatons ceci, ni le Parti libéral, ni le Parti québécois, ni Québec solidaire, d'ailleurs, n'ont connu une évolution en dehors de la marge d'erreur depuis le début de la pandémie. Donc, la conclusion scientifique la plus solide, c'est que tout est figé. De constater que tout est figé, que l'espace public est dominé par la crise, que l'espace public est dominé par le gouvernement, avec des points de presse quotidiens. On est accroché à leurs décisions pour notre propre vie dans ce que ça a de plus concret. Est-ce qu'on peut visiter nos parents? Est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école? Donc, jamais le gouvernement n'a à ce point dominé concrètement nos vies et c'est une question de vie ou de mort pour plusieurs. Donc, dans une crise prolongée comme celle-là, c'est tout à fait normal que les partis politiques qui voudraient parler d'autres enjeux, qui voudraient faire valoir leur personnalité, ils n'arrivent pas à le faire. C'est ça le constat. Frédéric Bérard, le hasard veut que, très commodément, vous ayez aussi interviewé Dominique Anglade pour votre dernier ou un de vos derniers ou de vos prochains balados, je ne sais plus. Je vous pose un peu la même question qu'Éric Duhem. Est-ce qu'elle vous a semblé, qu'à propos d'Éric Duhem, est-ce qu'elle vous a semblé en mesure de s'établir comme chef crédible, solide, et qu'est-ce qu'elle a à dire sur la difficulté qu'elle a pour le moment de se faire connaître et de faire lever les appuis à son parti? Ouais, en fait, l'entrevue a parti en bonne partie là-dessus. C'était pas la première fois là, qu'on discutait, donc c'est un petit peu la suite de la première où elle était à ce moment-là candidate à la chefferie. Et moi, j'ai posé beaucoup de questions sur la difficulté qu'a actuellement et qu'aura le PLQ de s'établir, de se réétablir dans l'électorat francophone. Je pense que l'enjeu est surtout là. On sait que le Parti libéral a un fonds de commerce de 25 comtés, ni plus ni moins, peut-être 30 dans les meilleurs jours. Ça ne bouge pas, c'est statique en temps normal ou à peu près. Donc, faut aller chercher l'électorat francophone quand on est libéral comme Anglade et compagnie. Et comment est-ce qu'on fait ça? Parce que là, il y a les enjeux de racisme systémique qui monopolisent, on sait, ou en fait qui cristallisent, si je peux dire, les clivent, oui, de un puis de l'autre. Et chez les francophones, c'est assez clair que François Legault est un peu le champion de ça. Et Anglade me disait, moi, j'ai posé la question, comment on fait pour aller chercher justement des appuis chez les francophones quand on est libéral actuellement? Elle dit terrain, leur parler des vrais enjeux. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas un défi de taille ici dans l'optique que les vrais enjeux, justement pour les francophones hors Montréal, c'est notamment les questions identitaires. Et là-dessus, Legault est un champion. On est arrivé avec la loi 21. Là, nous dit, inquiétez-vous pas, ça n'existe pas le racisme systémique. T'es bon, mon petit Québécois, t'es beau, t'es fin, puis t'es le seul endroit dans le monde où il n'y en a pas de racisme systémique. Comment t'arrives à ce moment-là, toi, Anglade, la libérale, d'origine haïtienne, pour dire oui, il y en a, puis c'est quoi les autres enjeux? L'économie, c'est un peu cassette usée, là, on connaît celle-là, reste quoi? L'environnement, moi, à mon avis, ça devrait être all-in côté environnemental, j'en ai souvent parlé. Mais bon, est-ce qu'elle acceptera d'aller là? J'en ai franchement aucune idée. Donc, tout ça pour dire qu'à mon avis, la CAQ a bloqué cette espèce des entrées propres à ces enjeux-là. Et je rejoins Frédéric parce que ce qu'il dit est vraiment pertinent. Je voulais le dire d'entrée de jeu. Sur le fait des sondages, la CAQ, parce que ceci explique aussi l'espèce de déconfiture, notamment des libéraux et du PQ, c'est que quand tu es en pleine pandémie, comme maintenant depuis 13, 14, 15 mois, et que tu as un gars qui est là à chaque jour et qui te tient nécessairement un peu par les couilles, puis il a l'air du bon père de famille, puis ci, puis ça, moi, je suis certain que c'est pas un désavantage. Au contraire, je trouve que c'est un avantage électoral majeur. On a vu aussitôt qu'on sort d'autres enjeux, comme par exemple la crise du logement, ou les immigrants 55 000. Là, on voit le bon vieux Legault
pré-premier ministrable, c'est-à-dire une gaffe après l'autre, tout mêlé, aucune idée de quoi qu'il parle. On va y revenir dans un instant. Donc, la déclaration de François Legault sur les immigrants qu'il ne faudrait pas accueillir au Québec si c'est pour leur faire gagner moins de 56 000 $ par année. C'est un peu ce qu'il disait, mais on y revient dans un instant. Gardez votre fiel, Frédéric Bérard, mais continuez. Ben oui, en fait, tout simplement pour dire la chose suivante, que moi, je vois très difficilement comment les libéraux pourront faire des gains chez les francophones. Je pense que c'est la fin du Parti québécois aussi. Mes respects à Frédéric et mes autres amis péquistes. Si Bérubé ne se représente pas, je pense qu'il y aura probablement plus de comtés péquistes au Québec. Québec solidaire se maintient. Je suis d'accord avec Fred aussi, sur les marges d'erreur. Là, c'est pas parce qu'on perd 2% qu'il faut faire d'urticaire. Mais vous pensez pas que c'est un peu vite rendu comme jugement sur le PQ? Pensez à Jacques Parizeau à une époque qui disait « J'existe moi aussi hein? », parce que dans l'opposition, il était ignoré des médias et à des niveaux assez bas. Jean Charest a passé des années à 20% dans l'opposition. Nick Payne, si vous voulez me comparer Jacques Parizeau à Paul Saint-Pierre Plamondon, là, j'arrête tout de suite ma contribution. Mais non, mais c'est pour dire que tous passent par là, en fait. Hein? J'ai dit Charest aussi, après. Oui, mais Jacques Parizeau avait été le meilleur ministre des Finances de l'histoire du Québec, était connu bord en bord. Peut-être pas comme chef, puis peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des réserves et tout ça, mais tout le monde savait qui était Jacques Parizeau. Paul Saint-Pierre Plamondon, là, les orphelins politiques, faites un référendum à savoir qui connaît les orphelins politiques, puis je suis assez certain qu'on est à 99 contre 1, le 1 étant les amis de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. Oui, avant ça, c'était Génération d'idées avec Mélanie Joly. Voyez où ça a mené Mme Joly. Il y a beaucoup d'idées qui sont sorties de là, surtout des idées d'organiser des cocktails dans le Vieux-Montréal avec des trucs de peseux pour se faire valoir par les médias. Bon, allez, vous avez fait assez de dommages pour l'instant. Terminons sur le fameux sondage qui nous... enfin, c'est pas le même sondage, c'est un autre. Attendez, je veux pas me tromper. Enfin, je vais y revenir, mais on apprend, oui, voilà, un sondage sur la situation covidienne, publié lui aussi dans le journal de Montréal, le 7 mai, donc, qui nous apprend que, grosso modo, au Québec, 86% des Québécois ont été vaccinés ou ont l'intention de se faire vacciner. Alors, cette fameuse, Frédéric Lapointe, manifestation la semaine dernière qui a fait beaucoup jaser, des gens qui disaient, nous, on en a soupé des mesures sanitaires et le vaccin, c'est pas trop pour nous non plus. Enfin, en grande partie, c'était ça le message. Suite à quoi plusieurs défenseurs des manifestants ont dit « Ah, voici le mépris de l'élite à l'endroit du petit peuple, entre guillemets, du bon peuple qui est regardé de haut parce qu'il n'obéit pas toujours au doigt et à l'œil aux commandes, aux demandes du gouvernement. » Or, à 86% de vaccinés et de gens qui ont l'intention de se faire vacciner, on ne peut pas dire que le peuple, entre guillemets, pense nécessairement comme les manifestants en question, ou alors le peuple et l'élite ont renversé leurs proportions sans que je m'en aperçoive à un moment donné. Oh, et même parmi ceux qui manifestent devant un site de vaccination comme le Stade olympique, je vous prédis que dans quelques mois, certains vont se faire vacciner et vont pas se prendre en photo pour le montrer à leurs amis sur Facebook. Ben là, déjà, il y a une éclosion. Hein, aujourd'hui, on apprend qu'en Beauce, 5 personnes, je crois, là, qui étaient dans un des autobus qui ont fait le voyage, ont attrapé la COVID. Mais fin de la parenthèse. Et donc, je pense que beaucoup, il y a un phénomène de, je dirais pas sectaire, là, mais un phénomène de groupe. Les gens prennent une posture anti-gouvernementale et généralisent leur posture à toutes sortes de questions. Alors, ils sont contre les mesures sanitaires. On a tout à fait le droit d'avoir une opinion politique sur les restrictions posées par le gouvernement. Si on ne peut pas avoir d'opinion politique sur les restrictions posées par un gouvernement, je vous soumets qu'on va peut-être avoir un problème tout à l'heure. Ça va ressembler à une vraie dérive, à une vraie dictature, mais que lorsqu'on rentre dans ce groupe, lorsqu'on rentre dans cette meute, dans cette foule, ben là, ouais, toutes les autres idées viennent avec, puis c'est un peu à prendre ou à laisser au complet. Donc, il y a bien des gens qui vont dire anti-vaccin, vont trouver des critiques. Je vous prédis qu'il y en a un grand nombre qui vont finir par se faire vacciner tout de même, en particulier si on impose, et moi je suis d'accord avec ça, si on impose de manière transitoire des restrictions à l'accès à certains services
ou à certaines activités seulement aux personnes vaccinées. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gyms ouvrent pour les gens vaccinés, à ce que les églises ouvrent pour les gens vaccinés, ou à ce que des restaurants ouvrent seulement entre vaccinés. Et je vous prédis que quand ça va arriver, c'est pas 86% qu'on va atteindre, on va peut-être être plus proche de 96%. Mais il va aussi y avoir beaucoup de critiques. Frédéric Bérard, il en a été question cette semaine. Frédéric Lapointe vient d'aborder le sujet. Le passeport vaccinal ou une forme ou une autre de preuve de vaccination exigible éventuellement pour participer à ceci ou cela. Est-ce que ça vous sourit et qu'est-ce que vous pensez des ballons lancés par la CAQ là-dessus d'une certaine façon? Écoutez, c'est certain que comme constitutionnaliste, c'est toujours des questions un peu délicates, tout ça, parce que on parle quand même de restreindre le droit à la liberté, de manière assez claire. Mais je vous dirais que conformément à ce qu'on a déjà eu comme discussion aussi ici, moi je suis d'accord avec Fred à 100% là-dessus. C'est évidemment pas l'idéal. Je n'aime pas beaucoup l'idée d'avoir à m'identifier à travers mon ordinateur auprès de monsieur, madame X des commerces qui pourraient retracer mes habitudes de consommation en claquant des doigts. Vous allez me dire que c'est déjà le cas de toute façon avec Google et ainsi de suite. Mais quand même, c'est quand même une coche supplémentaire. Puis oui, c'est un peu permettre au gouvernement de faire indirectement ce qu'il ne veut pas faire directement, c'est-à-dire vacciner les gens de manière obligatoire. Ceci dit, est-ce qu'il y a vraiment d'autres options? Moi, j'en vois pas. L'instauration de passeport d'une forme ou d'une autre de passeport vaccinal? Exact. Parce que autrement, si on est effectivement, s'il y a vraiment 86% des Québécois qui se font vacciner, il reste donc un 14% qui ne l'est pas. On a atteint l'immunité collective, c'est vrai, c'est bien, bravo. Mais il reste quand même une marge importante où il y a des contaminations qui peuvent avoir lieu. Parce qu'on sait que même si on est vacciné, ça n'empêche pas justement le fait de pouvoir, être contaminé et deux, pouvoir transmettre le virus. Donc, cela dit, pas cela dit, mais de ce fait-là, je pense qu'on doit vraiment, on n'a pas vraiment le choix, parce qu'autrement, tu ne retrouves pas cette espèce de vie normale, entre guillemets, c'est encore beaucoup trop dangereux. Et puis oui, ça va avoir l'effet, comme disait Frédéric, moi je suis amplement d'accord avec lui. Les gens vont dire, écoute, moi je vais retourner au resto, je vais aller à l'église ou peu importe quoi. Je vais passer, ça passera de ce fait-là de 86 à 96 ou peut-être encore un peu plus. Mais oui, ça pose des questions qui sont délicates et je ne pense pas que le gouvernement pourrait imposer ce passeport-là avant que l'effort de vaccination ait été permis à un et à l'autre. Parce qu'autrement, là, on rentre dans des questions de discrimination qui sont importantes. Donc, probablement qu'on lance des ballons actuellement du côté de la CAQ. On attend de voir la réception. Et puis, pour finir, peut-être un petit exemple, parce que plusieurs s'inquiètent avec ça. Il y a des pays qui l'ont utilisé. Ça marche plutôt bien. Ça existait aussi dans le monde pré-pandémie. Par exemple, moi, j'ai déjà essayé d'entrer au Costa Rica. T'as pas de vaccin contre la fièvre jaune, c'est de valeur, mon petit prout, mais t'attendras ton tour. Puis dans d'autres pays où tu débarques, t'as pas tel ou tel vaccin, même affaire, ils t'amènent à la chambre d'hôtel, puis ils t'envoient quelqu'un pour te faire vacciner, et puis c'est ça. Est-ce que ça va durer longtemps, tout ça? Oui, ça peut être une pente descendante, en quelque sorte, mais je ne pense pas que les intentions ici gouvernementales ne soient pas propres à un objectif réel urgent, c'est-à-dire celui d'assurer la santé publique en temps réel. Je vous pose la même question, Frédéric Bérard, que j'ai posée à Frédéric Lapointe. Le peuple et l'élite, là, on voit que beaucoup de gens marchent sur des œufs ou hésitent à émettre des critiques trop virulentes face à la manifestation de la semaine dernière ou d'autres éléments de cette nature. Est-ce que parce qu'on pense que on se mettrait à critiquer le peuple et que cette position était confortable. Est-ce que l'élite, Frédéric Bérard, est désormais composée de 86% des Québécois? Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il doit bien y avoir beaucoup de gens du dit peuple qui sont assez satisfaits de la gestion de crise à l'heure actuelle et qui sont plutôt en faveur de la vaccination. Moi, vous venez de répondre à votre propre question, à mon avis. Bon, vous avez raison. Passons à un autre sujet. Mais les espèces de fractures peuple-élite, moi, j'y crois pas. Ça, c'est dans le discours, c'est dans le narratif de certains politiciens qui essaient de se faire passer, justement, pro-peuple versus une certaine élite. Même Donald Trump a réussi ce coup-là. On pourra faire une autre émission là-dessus. Moi, je pense que c'est un clivage qui est valide dans plein de circonstances. Mais ici, vraiment, là, vous pensez, vous êtes vous-même, Frédéric Bérard, sur la loi 21, par exemple. Là, on peut dire,
les 20 de Québécois qui sont en défaveur de cette loi sont peut-être effectivement plus concentrés dans les couches instruites, universitaires, peut-être qui vivent à Rosemont, Villeray ou encore à Saint-Michel-des-Saints, évidemment. Vous devriez, oui, Saint-Michel-des-Saints est vraiment un des lieux d'éclosion du mouvement woke au Québec. À cause de vous? Oui, c'est vous qui avez amené le variant woke là-bas. Oui, il y a juste Duhem. Et Éric Duhem, peut-être? Oui, c'est vrai. Duhem est une espèce de variant, mais pour autre chose. Premièrement, regardez les derniers sondages. On n'est plus dans le 80% d'appui à la loi 21. On a de la difficulté à aller chercher 60-65. Oui, non, mais quand même, si c'est... Ce que je veux dire, c'est que ce sont, permettez-moi le terme anglais, des moving targets, en quelque sorte. Qu'est-ce que l'élite? Qu'est-ce que le peuple? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Donc, moi, je pense que c'est récupéré à plusieurs niveaux. Pour répondre à votre question rapidement, moi, franchement, la manifestation de samedi dernier, je vous le dis, elle m'a levé le cœur. Honnêtement, déjà que j'en avais plein mon casque, là, pour moi, là, c'est finito. Je ne veux plus parler à ces gens-là. C'était 30 000 bozos. Voilà, je les qualifie de bozos et je pense pire, croyez-moi, parce que là, je suis à la radio et je vais restreindre mon niveau de langage de ce fait-là, parce que franchement... C'est pas grave. Frédéric Lapointe est là pour les défendre. Oui, habituellement. Au moins un peu. Ça va pour les accepter, disons. Ça va empêcher un effort de vaccination en traitant le stade olympique d'abattoir humain. Tu as donc annulé cette journée-là, qui était quoi, en fait, comme opération? C'est une opération d'intimidation face au personnel médical. Ben, le stade olympique, c'est à voir. Hein? Moi, quand j'y vais, parfois, j'ai peur que le mât s'écroule ou quelque chose comme ça, mais c'est une autre question. Oui, je comprends, mais je suis pas sûr que c'est ce que Samuel Grenier et autres farfelus avaient en tête. Non. Et pour le reste, c'est de l'intimidation face donc au personnel soignant qui en bave depuis maintenant 15 mois ou à peu près. C'est de l'intimidation face à ceux et celles qui auraient voulu aller se faire vacciner cette journée-là, qui n'ont pas pu. C'est de l'intimidation aussi face à ceux et celles qui veulent aller se faire vacciner tout court. Et là, ils se disent, ouais, OK, mais là, c'est quoi ces gens-là qui sont si convaincus d'essayer de ça? En d'autres termes, franchement, puis je pensais jamais dire ça de ma vie, ces gens-là qui étaient, puis j'ajoute ceci, qui sont là, collés un sur l'autre, à se cracher d'en face, qui ne portent pas de masque devant des policiers lopettes, qui ont la chienne de faire appliquer des mesures qui sont claires et nettes, alors qu'en 2012, ils déclaraient des manifs illégales pour un oui ou un non, pour rentrer dans le tas, le panier à salade, des contraventions, incluant à Madame Chose qui se promenait avec son bébé en carrosse. Et là, ils disent, on ne sait pas comment la foule va réagir. Screw that. Ça, c'est clairement une directive qui vient du gouvernement Legault, qui a la chienne de se pogner avec cet électorat-là, qui était en bonne justement, donc avec le peuple qui est considéré, réputé... Pas le peuple, ça n'est pas... Non, mais c'était pour c'était pour boucler la boucle avec ma proposition de départ. C'est pas moi qui le dis, mais je pense qu'il y en a qui pensent ça. Mais le temps nous bouscule. Frédéric Lapointe, on va faire plaisir à Bérard et parler de François Legault et de l'immigration. Monsieur Legault, dans une rencontre privée avec des chefs d'entreprise, déclarait tout récemment, j'ouvre les guillemets, « À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000 $, j'empire mon problème. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne plus de 56 000 $, j'améliore ma situation. » C'est ce que disait François Legault dans l'optique où, disait-il également, il se fait une mission personnelle d'augmenter le salaire moyen des Québécois. C'était un engagement électoral et selon lui, et là, c'est moi qui lui prête des mots, mais on comprend que c'est ce que ça veut dire, la main-d'œuvre à bon marché par l'immigration, est-ce que c'est pas ça qu'il critique au fond? Ce à quoi le Conseil du patronat a répondu, non, c'est un mythe ça, la main-d'œuvre à bon marché issue de l'immigration. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Je pense qu'on reconnaît le comptable de grande entreprise qu'a été François Legault, qui était obsédé par ses résultats trimestriels, le cours de la bourse ou que sais-je. Et malheureusement, sa lecture comptable est une erreur politique, pas simplement en raison du fait que le message a été très mal interprété, mais c'est aussi une mauvaise politique. Nous n'avons pas besoin au Québec d'un médecin spécialiste de plus qui va se partager la trop grosse assiette des médecins spécialistes. Ce dont on a davantage besoin, c'est on le voyait dans le journal ce matin, de boulanger. Parce que on n'a pas ici une tradition de formation de boulanger. Il n'y a personne qui a vu son grand-père être boulanger et avoir le goût de l'être. Mais on a des boulangeries qui veulent ouvrir partout au Québec. On a besoin de soudeurs. Là. Je viens de faire la 40 là, entre Québec et Montréal. Vous avez perdu un morceau de métal?
C'est soudeur demandé partout, en dehors de la région de Montréal. On a besoin d'ouvriers en Beauce. On écoutait à RDI la responsable du Conseil économique de la Beauce dire on trouve pas personne, on comprend pas la position de François Legault. La réalité, c'est que la population québécoise évolue, elle s'est scolarisée, elle va quelque part, et soit parce qu'elle n'a jamais occupé un créneau d'emploi, soit parce qu'elle le délaisse, il y a des réelles pénuries. Et ce n'est pas chez les psychologues, ce n'est pas chez les médecins, encore moins chez les avocats. Alors, c'est en dessous de 56 000. On a besoin de gens. On a besoin de gens dans certains segments, et qu'ils gagnent 40 000 ou qu'ils gagnent 80 000, ce n'est pas le critère de besoin pour l'économie québécoise. Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe vient de nous dire que c'est une erreur aussi du point de vue politique, parce que ça a été mal reçu, mal interprété. On a eu cette impression, je présume que c'est ce que veut dire Frédéric Lapointe, de froideur ou d'instrumentalisation. Monsieur, voici un comptable qui parle d'humain comme un peu comme d'une marchandise. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas en même temps, vous parliez tout à l'heure de l'espèce de complicité, d'adéquation entre François Legault et une partie importante des Québécois. Est-ce qu'il n'y avait pas derrière ça un discours que nombre de Québécois veulent entendre tout de même? François Legault, au final, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait son bac au HEC, qui a appris à compter, qui a travaillé dans des entreprises francophones avant de partir à Transat avec 2 copains francophones, qui a travaillé à compter des bins puis à faire des calculs, qui a voyagé peut-être une fois en France avec Air Transat, le reste dans des tout inclus. C'est pas un gars qui est méchant, c'est un gars qui avait même dit il y a pas longtemps, rappelez-vous, qu'il voulait avoir plus d'immigrants français et des Européens aussi. Donc, on a appris que la France ne faisait pas partie de l'Europe sur la carte géographique de Legault, ce qui est quand même intéressant pour un gars qui lit beaucoup. Ce qui fait donc, franchement, ce que j'essaie de dire par là... Oui, non, parce que c'est pas nécessairement rigoureux, disons-le à nos auditeurs. Rien ne nous permet de croire que M. Legault n'a voyagé qu'à Punta Cana avec son sombrero ramené de Cancun. Si vous êtes capable de me faire croire l'inverse, j'écoute la preuve. Avec les moyens qu'il a, j'imagine tout de même M. Legault en Europe, un peu partout. Oui, sûrement, oui. Mais une fois qu'on a dit ça, ce que j'essaie d'expliquer par ça, c'est que moi, je pense que François Legault, à la base, c'est un bon gars. Il est pas raciste, il est pas méchant, il en veut pas aux immigrants, il comprend pas c'est quoi tout le débat sur le racisme systémique, il est tout mêlé. On le voit toutes les fois qu'il essaie de parler de concepts un petit peu plus intellectuels. La réalité, c'est... Non, mais attendez, vous savez très bien que l'opposition de François Legault au concept de racisme systémique s'inscrit dans une démarche politique et idéologique. On ne veut pas céder à cette mouvance qu'on considère, au fond, utile d'une certaine façon. On les envoie voter pour Québec solidaire, sachant bien que ce clivage profite à la CAQ massivement. Ce que j'essaie de dire par là, Nick, c'est que, pensons-y, François Legault représente beaucoup de Québécois en région, et je le dis avec absolument aucun mépris, je suis un Québécois de région de toute façon, qui... Non, mais vous êtes dans l'élite, vous. Non, ben ça, c'est selon votre propre définition. Mais, je veux dire, ces gens-là n'ont pas nécessairement eu la plupart des Québécois sont pas racistes du tout, sont même pas xénophobes, juste qu'ils n'ont pas nécessairement eu de contact avec l'immigration, savent pas trop c'est quoi. Mais François Legault dit qu'il y a du racisme au Québec. Hein? Il le dit, il le répète à chaque fois qu'il est interrogé. Il dit il y a du racisme au Québec et il faut le combattre. Ben ça, c'est nouveau, hein, parce que l'année passée, il disait qu'il n'y en avait pas. Donc, ça, c'est vraiment parce que là, les gens de la meute sont mis à l'attaquer sur sa page Facebook. Il est obligé de se rendre au moins à cette évidence-là. Mais ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que pour plusieurs, oui, l'immigration, c'est un calcul mathématique, c'est un calcul comptable. C'est-à-dire, si c'est payant, on en veut. Si c'est pas payant, on n'en veut pas. Puis c'est pas de la méchanceté. C'est juste que le volet humain, les réfugiés, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et là, aujourd'hui, il y a un paradoxe, parce qu'on regarde les Kim Sui, puis on regarde les Dany Laferrière, puis on est donc fiers que ces auteurs-là réussissent à l'échelle internationale. Kim Sui est débarqué ici dans un boat people vietnamien, parce que le gouvernement Lévesque, avec son ministre d'immigration, Couture, avait forcé le fédéral à les accueillir. Et la même chose un peu pour Laferrière, qui avait fui papa ou bébé doc, je me souviens plus, je pense que c'est papa. Et donc, ben oui, ces gens-là, non seulement gagnaient pas 56 000, mais ils gagnaient pas une sacrée scène. C'était des réfugiés tout nus dans la rue. Donc, ce volet-là du Québec ne fait pas partie nécessairement dans la psyché de François Legault. C'est pas un réflexe qui est naturel, alors que d'autres politiciens, l'auraient peut-être un peu davantage. Et tout ça pour dire, donc, que Legault, c'est pas un mauvais
mauvais gars. Mais quand il parle comme ça, il y a plusieurs Québécois qui se reconnaissent en disant ben oui, moi, je veux que les jobs disponibles au Québec, ça aille aux Québécois d'abord, qui est pas un réflexe qui est anormal. C'est partout en Occident, puis je veux dire, c'est très humain de penser comme ça. Oui, mais attendez, là, on va pas juste... Là, on dit, c'est ce que dit François Legault, ça suffit, faire venir des gens pour les faire travailler comme laveurs de vaisselle. Je sais pas, vous comprenez? C'est pas mal plus noble déjà, ça, non? Ben, c'est quand même ce que les restaurants demandent. Ben oui. Parce que c'est de ça dont ils ont besoin. Mais si c'était sérieux, cette affaire-là, premièrement, on n'aurait pas coupé les taux d'immigration les seuils d'immigration comme ça a été le cas, juste pour faire plaisir à une base électorale comme ça a été le cas en 2018. Ou à Mathieu Bock-Côté, peut-être, oui. Ou à Bock-Côté, on arrivait en dessous, mais totalement. Je pensais que vous alliez dire ça. Mais, vous m'avez devancé, mais en fait, j'avais pas idée de le dire, mais je vous remercie. Ben, c'est pour vous. Moi, je sais qu'il y a beaucoup plus de monde que seulement Mathieu Bock-Côté, mais je voulais vous aider un peu. Ben, vous êtes bien fin. Mais sinon, aussi, l'autre affaire, c'est que si Legault veut vraiment régler le problème des immigrants et de salaires médiocres, ben à ce moment-là, c'est pas compliqué. C'est toute la question des équivalences des diplômes. Et ça, le Québec a absolument toutes les juridictions nécessaires. La réalité, c'est qu'il est aux prises avec des lobbies comme le Collège du médecin, comme, je sais pas moi, les conseils des psychologues et l'ordre des psychologues et ainsi de suite, ou l'ordre des ingénieurs, qui empêchent des gens qui sont reconnus, par exemple, comme ingénieurs au Maghreb, qui ont plusieurs années d'expérience et qui débarquent ici et ils veulent pas se retaper, évidemment, tout le bac et tous les examens ultérieurs. Donc, par définition, si on souhaite réellement régler ce problème-là, ben, il faut s'attaquer à l'équivalence des diplômes. C'est trop facile de dire, ça me prend des immigrants à 56 000. Qui va arriver ici avec 56 000 si son diplôme n'est pas reconnu dans son pays? D'abord, le travail se fait sur l'équivalence de diplômes dans plusieurs domaines, pour être à l'Université de Montréal, pour être en mesure d'évaluation moi-même, pour avoir travaillé dans certains projets de reconnaissance de compétences et d'équivalence. Le travail se fait. Mais il reste que les besoins de main-d'œuvre ne sont pas dans les directions dont François Legault parle. François Legault parle de salaire de 56 000 et plus, alors que les pénuries de main-d'œuvre sont présentes dans le secteur de l'agriculture, sont présentes dans le secteur de la petite industrie, sont présentes dans l'industrie des services. Et en ce moment, qu'est-ce qui est surreprésenté dans l'immigration au Québec? Ce sont les étudiants étrangers, de vrais étudiants étrangers, ou de plus en plus, on s'en rend compte, de faux étudiants étrangers qui se servent de ce statut pour entrer au pays et qui résident essentiellement dans la grande région de Montréal et qui ne satisfont pas pour autant les besoins de main-d'œuvre qui sont constatés à l'extérieur de la région de Montréal. Mais en fait, malheureusement, la solution de Legault ne s'adresse pas au vrai problème qui est celui de l'adéquation de nos principaux flux migratoires et de nos besoins de main-d'œuvre. Et c'est pas être déshumanisant que de se dire, on peut ajuster l'immigration sélectionnée, je parle pas des réfugiés, mais l'immigration sélectionnée aux besoins de main-d'œuvre. Il me semble que c'est la base. Si je vous suis bien. Que le gouvernement soit pas capable de faire ça, ça me dépasse. Oui, Frédéric Lapointe, en même temps, vous dites un peu la même chose que François Legault, sauf que vous considérez qu'il y a un problème à régler à côté. Le bureau de M. Legault a réagi aux critiques en disant que des 140 000 emplois présentement à combler au Québec, il y en a à peine 30 000 qui sont au-dessus de 56 000 par année. Donc, vous entendez pour dire qu'il y a beaucoup d'emplois à combler en dessous de ce seuil. On restera avec l'idée... Ce que je vous dis, c'est que les emplois à combler, ce sont des emplois dans l'industrie des services qui sont délaissés par les anciens migrants que nous pourrions être et les plus récents migrants qui sont passés à autre chose. Et donc, ce phénomène-là, que les nouveaux arrivés occupent des secteurs qui sont délaissés, ça aussi, c'est aussi universel que le racisme systémique, pour reprendre ce que dit Frédéric. Et donc, c'est tout à fait normal. Comme c'est tout à fait normal qu'il y ait un taux de chômage un peu plus élevé chez les immigrants restants que chez ceux qui sont arrivés il y a 20 ans et que chez ceux qui sont arrivés il y a 200 ans ou que chez tous ceux qui ont une job à vie dans le gouvernement. Évidemment qu'il y a des phénomènes comme ceux-là, mais on ne peut pas, comme le gouvernement le fait,
lever le nez sur le secteur agricole, lever le nez sur le secteur de la restauration, lever le nez sur le secteur de la petite industrie, en disant vous n'êtes pas important, vos salaires sont passés. On vous a bien compris, Frédéric Lapointe. Le temps nous bouscule. Un dernier bref sujet qui va faire plaisir peut-être à Frédéric Bérard. Le ministre Dufour, qui se faisait interroger par la députée de Québec solidaire, Émilie Stérien, au sujet de coupes forestières projetées là, dans un projet justement d'air protégé le long de la rivière Péribonka, a réagi aux questions de la députée en disant ça, ce sont des gens qui disent pas dans ma cour, je veux avoir du bois pour construire ma maison, mais coupez-le pas derrière chez moi. Et il a dit également, une forêt, ça repousse. Vous avez dû aimer ça, Frédéric Bérard. Est-ce qu'on a de la difficulté au Québec à faire accepter l'idée d'air protégé? On sait qu'on le fait désormais, mais c'est presque sur la banquise. Là. On commence à protéger certains espaces, mais où il n'y a pratiquement pas de forêt ou pas d'arbres. J'ironise, mais à peine. Oui, c'est ça le problème. Vous ironisez, mais très, très peu. Et Dufour, dans le rayon des andouilles, là, je vous jure, là, qui sont... Bon. Et, oh là là, il coûte cher celui-là. Puis c'est pas la première fois qu'il nous la sort. Ah non, le bois, là, ça repousse. Ah ouais, on n'avait pas compris ça. Ouais, merci. C'est une catastrophe. C'est un genre de ministre qui est à la solde très clairement des entreprises forestières, tout ce qui avait déjà été dénoncé d'ailleurs par le très grand Richard Desjardins. Il a écrit encore une lettre là-dessus. Oui, mais on retient votre réaction. Donc, une andouille. Frédéric Lapointe, voilà. Est-ce que, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas là, dans un ministre comme celui-là, un gage pour la CAQ de survie face, de meilleure compétition face aux conservateurs, éventuellement, d'Éric Duhaime? Oh, je sais pas si Éric Duhaime va être pro-Syrie, pro-Bûcheron, ça se peut. Probablement. Mais dans de très nombreuses régions il critique Québec, les enverdeurs, sans arrêt, c'est son terme. En ce moment, les scieries fonctionnent à plein régime. L'argent pousse dans les arbres pour ces industries-là. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de construction, il y a énormément de rénovation. Vous voyez l'inflation là, dans les matériaux de construction, ça vient pas de nulle part. Et il y a eu aussi une rationalisation des capacités de production. Et donc, je suis pas certain qu'on a besoin d'augmenter notre accès à la ressource parce qu'il y a de toute façon un goulot d'étranglement au niveau de la production, là, du sciage, Alors, c'est pour ça que ça coûte affreusement cher en ce moment, là, des 2 par 4 à 20 là, où je sais. Tout à fait. Puis habituez-vous à payer plus cher parce que c'est correct. Les gens vont avoir des bons emplois en région, les entreprises vont être rentables, tout ça est très bien. Des emplois au-dessus de 56 000. Et parce que la ressource va être plus rentable, c'est là où je m'en viens, on va pouvoir exiger de ces entreprises des frais ou des taxes ou des redevances plus importantes pour l'utilisation de la ressource. Donc, ça va les encourager à moins gaspiller la ressource et à la fin, on devrait être capable de répondre aux besoins d'industrie, mais sur un territoire réduit. Donc, tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Merci, Frédéric Lapointe. La CAQ a les yeux en face des trous par rapport à une situation subtile comme celle-là. Le temps nous bouscule. Double prix citron, donc, pour M. Dufour. Selon les deux, Frédéric, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi, puis samedi prochain, j'espère bien. Au plaisir. Salut tout le monde. Au revoir.